Une seule goutte de vin carmin, telle une larme de sang, glissa sur le tablier d'un blanc immaculé. Pour la plupart des gens, ce n'était qu'une maladresse. Pour Eliane, une serveuse noyée sous les dettes, c'était le début d'un cauchemar. Devant elle se tenait Tiffany de la Roche, la fille d'un millionnaire, dont le rire était aussi tranchant et froid que du verre brisé. Dans un coin, un homme solitaire aux cheveux gris observait la scène, inaperçu. Personne n'aurait pu prédire que ce simple accident dans l'un des restaurants les plus exclusifs de Paris déclencherait une tempête, révélant un talent si profond qu'il réduirait une ville au silence et ferait sortir un milliardaire reclus de l'ombre. Que se passe-t-il lorsque l'humilité est poussée à son point de rupture? Restez avec moi pour le découvrir. Le restaurant s'appelait le Chêne Doré, un nom qui avait le goût de l'or sur la langue. C'était un lieu où l'ancienne et la nouvelle fortune se rencontraient dans une symphonie feutrée de verres qui s'entrechoquent et de conseils boursiers murmurés. Des lustres en cristal, lourds comme des cascades gelées, laissaient tomber leur lumière sur des tables drapées de lin italien. L'air lui-même semblait filtré, embaumant le parfum coûteux, les coquilles Saint-Jacques poêlées et la faible odeur métallique du pouvoir. Pour les clients, le Chêne Doré était un sanctuaire. Pour le personnel, c'était une cage dorée, et Eliane Morin en connaissait les barreaux mieux que quiconque. Chaque soir, Eliane se déplaçait dans le labyrinthe des tables avec une grâce étudiée qui masquait la douleur dans ses pieds et le poids sur son âme. Elle avait 24 ans, mais se sentait parfois en avoir 42. Sa vie était un grand livre de dettes croissantes, les frais médicaux de sa défunte mère, un prêt étudiant pour un rêve qu'elle avait été forcée d'abandonner, et le loyer d'un minuscule appartement à Montreuil qui semblait toujours être dû. Son uniforme, une robe noire impeccable et un tablier blanc amidonné, était un costume qu'elle portait pour cacher la jeune fille qui s'était autrefois tenue sur la scène du Conservatoire de Paris, le cœur vibrant de la promesse d'une carrière lyrique. Désormais, sa performance la plus fréquente consistait à réciter les plats du jour avec un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux noisettes fatigués. Ce soir, la table 7 était son enfer personnel. Elle était occupée par Tiffany de la Roche et ses deux amies, Chloé et Manon. Tiffany était la fille de Richard de la Roche, un magnate de l'immobilier dont le visage était placardé sur la moitié des panneaux publicitaires de la ville. Elle avait la mâchoire acérée de son père, mais rien de son charme calculateur. Sa beauté était dure, polie, et brandie comme une arme. Tout en elle criait le privilège, de la montre incrustée de diamants à son poignet à la manière ennuyée et dédaigneuse dont elle agitait la main pour appeler un serveur. « Excusez-moi. » La jeune fille. La voix de Tiffany trancha le bourdonnement sourd du restaurant. Elle n'était pas forte, mais elle avait une qualité perçante qui faisait tourner les têtes. Eliane fut à ses côtés en un instant. « Oui, mademoiselle de la Roche, puis-je vous apporter autre chose ?» Tiffany fit un geste vague vers son verre d'eau à moitié plein. « Il y a une tranche de citron dedans. J'avais demandé du citron vert. Êtes-vous sourde ou simplement incompétente ?» Eliane jeta un coup d'œil au verre. Elle se souvenait distinctement avoir placé une tranche de citron vert sur le bord. Il était possible qu'un commis l'ait échangé. « À mes plus sincères excuses, mademoiselle de la Roche. Je vais vous le remplacer immédiatement. » Chloé gloussa, un son strident et désagréable. « Elle est si patiente avec toi, Tiff. Comme un chiot que tu ne cesses de frapper. » L'insulte la frappa comme un coup physique, mais le visage d'Eliane resta un masque de neutralité professionnelle. Elle avait appris depuis longtemps que réagir, c'était perdre. Elle prit le verre, la main ferme, et revint quelques instants plus tard avec un nouveau, cette fois avec 3 tranches de citron vert, juste pour être sûre. L'heure suivante, le supplice continua. Le steak était trop saignant, puis trop cuit. Le chardonnay était trop chaud. La musique de fond, un doux morceau de piano classique, était déprimante. Chaque plainte était livrée avec un ricanement, un roulement des yeux, un soupir exagéré destiné à diffuser son mécontentement aux tables environnantes. Eliane encaissa tout, ses réponses brèves et polies, son monde intérieur une mer déchaînée de frustration. Elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin des pourboires de table comme celle-ci, même s'ils étaient insultants, pour payer ses factures. Le directeur du restaurant, un homme perpétuellement nerveux nommé Monsieur Dubois, rôdait à proximité, le visage crispé par une anxiété suppliante. Il savait que les de la Roche étaient des clients importants, et la satisfaction de Tiffany était primordiale, même si elle se faisait au détriment de la dignité de son personnel. Dans une alcôve tranquille, un homme était assis seul, presque invisible dans le décor opulent. Il semblait avoir la soixantaine avancée, avec une crinière de cheveux argentés et un visage gravé de lignes qui parlaient à la fois de sagesse et de chagrin. Il portait un costume gris simple et impeccablement taillé, sans cravate. Il sirotait un unique verre de scotch et observait le drame de la table 7 se dérouler avec une immobilité déconcertante. Son nom était Alistair Sterling, un nom qui, s'il avait été prononcé à voix haute,
aurait provoqué des ondes de choc dans la salle. Mais il ne l'avait pas utilisé publiquement depuis plus d'une décennie. Pour le monde, il était un fantôme, une légende qui avait disparu de l'industrie musicale au sommet de sa puissance. Ce soir, il était juste un homme cherchant un dîner tranquille, mais il trouvait le théâtre de la cruauté bien plus captivant que le menu. Le dernier acte du drame de la soirée commença lorsque Richard de la Roche lui-même devait arriver pour payer l'addition et récupérer sa fille. Tiffany, voulant faire une dernière grande démonstration de son pouvoir, décida de commander une bouteille de Château Pétrus, un vin qui coûtait plus que le loyer mensuel d'Eliane. Eliane alla chercher la bouteille dans la cave avec la révérence d'un conservateur de musée manipulant un artefact inestimable. Ses mains, d'habitude si stables, étaient moites. Elle présenta la bouteille à Tiffany, sa voix un murmure grave alors qu'elle annonçait le millésime. « Ouvrez-la, c'est tout », lança Tiffany en agitant la main avec dédain. « Je n'ai pas besoin d'un cours d'histoire. » Les doigts d'Eliane tremblèrent légèrement alors qu'elle insérait le tire-bouchon. La pression, l'épuisement, l'humiliation incessante des 2 dernières heures l'avaient usée. Alors qu'elle commençait à verser le liquide rubis profond dans le verre de Tiffany, Manon choisit ce moment précis pour raconter une histoire forte et animée, gesticulant sauvagement avec ses mains. Son coude heurta de plein fouet le bras d'Eliane. Le temps semble ralentir. La bouteille bascula, et une éclaboussure du vin ridiculement cher décrivit un arc dans les airs, atterrissant directement sur la manche du chemisier de soie blanche immaculée de Tiffany. Un hoquet collectif parcourut la table. Le restaurant, qui avait été un faible bourdonnement d'activité, tomba dans un silence soudain et brutal. Tiffany baissa les yeux sur la tache pourpre qui s'étendait sur sa manche, comme si elle avait été abattue. Sa tête se redressa brusquement, et ses yeux bleus, froids comme des éclats de glace, se fixèrent sur Eliane. « Vous, siffla-t-elle, sa voix basse et venimeuse. Espèce de petite maladroite, bonne à rien. » Elle ne termina pas sa phrase. Au lieu de cela, un sourire lent et cruel se répandit sur son visage. « Oh, c'est tout simplement parfait. Mon père va vous faire renvoyer, et ensuite il va vous poursuivre pour le coût de ce chemisier et de ce vin. Je me demande combien de décennies vous devrez travailler pour tout rembourser. » Ah, le rire commença alors. Ce n'était pas un gloussement. C'était un rire moqueur et sonore qui résonna dans la salle silencieuse. Chloé et Manon se joignirent à elle, leur ricanement ajoutant au cœur de dérision. Eliane resta figée, la bouteille toujours à la main, la tache rouge sur le chemisier de Tiffany se reflétant dans les profondeurs terrifiées de ses yeux noisettes. La cage dorée venait de claquer sa porte. Le silence aux chaînes dorées était une entité vivante. Il pesait sur Eliane, amplifiant le son du rire cruel de Tiffany jusqu'à ce qu'il ressemble à une agression physique. Tous les yeux du restaurant étaient fixés sur elle, les clients regardant par-dessus leur verre de vin, les chefs jetant un coup d'œil par la fenêtre de la porte de la cuisine, ses collègues serveurs figés sur place comme des statues dans un tableau tragique. À cet instant, elle n'était plus Eliane Morin, une femme avec un passé et un rêve brisé. Elle était juste la serveuse, une idiote maladroite qui avait osé renverser du vin sur Tiffany de la Roche. « Tu as vu son visage ?» Oh, cria Chloé entre 2 hoquets de rire. On dirait qu'elle a vu un fantôme. Elle devrait avoir peur, dit Tiffany, sa voix dégoulinant de venin alors qu'elle se levait, tenant sa manche tachée loin de son corps comme si elle était contaminée. Ce chemisier est une pièce sur mesure de 1000 ans. Il a coûté 10 000 €. C'est probablement plus que ce que vous gagnez en un an, n'est-ce pas? Elle toisa Eliane de la tête aux pieds, son regard s'attardant sur les chaussures noires usées et pratiques qui dépassaient de son uniforme. En fait, probablement 2 ans. Eliane sentit une bouffée de honte brûlante lui monter au cou. Elle voulait disparaître, se fondre dans la moquette épaisse, mais une étincelle de défi, longtemps endormie, vacilla en elle. Elle retrouva sa voix, bien qu'elle ne sortît que comme un murmure étranglé. C'était un accident. Votre ami a heurté mon bras. Manon Rekena. Oh, s'il vous plaît, n'essayez pas de me blâmer pour votre incompétence. J'étais assise juste ici. Elle croisa les bras, l'image même de l'innocence indignée. Monsieur Dubois accourut, le visage pâle et perlé de sueur. À Mademoiselle de la Roche, tout va bien. Je suis tellement désolé. S'il vous plaît, permettez-nous de nous occuper de tout. Il lança à Eliane un regard de pure fureur. Allez dans mon bureau. Maintenant. Non, dit Tiffany, levant une main parfaitement manucurée pour l'arrêter. Elle ne va nulle part. Je veux que tout le monde voie ça. Elle reporta son attention sur Eliane, son sourire s'élargissant. Vous savez, je vous ai observé toute la soirée. Votre façon de marcher, votre façon de parler. Ce faux sourire poli plaqué sur votre visage. Vous pensez que vous valez mieux que ça, n'est-ce pas? Le silence d'Eliane fut sa seule réponse. La vérité de cette affirmation flottait dans l'air, non dite. Oui,
Elle pensait qu'elle valait mieux que ça. Elle valait mieux que de servir des héritières gâtées qui prenaient la cruauté pour de la force. Je parie que vous êtes une de ces aspirantes, continua Tiffany en tournant autour d'Eliane comme un requin. Une aspirante actrice, une danseuse. Laissez-moi deviner, une chanteuse. Elle laissa échapper un autre éclat de rire. À chanter pour des pourboires dans le métro est probablement le summum de votre ambition. Vous puez l'échec. Chaque mot était une fléchette soigneusement visée, et tout atteignirent leur cible. La mention du chant tordit un couteau dans les entrailles d'Eliane. C'était la seule partie de sa vie qui était encore sacrée, le rêve qu'elle pleurait dans le silence de son minuscule appartement. Le voir moquer si nonchalamment, si publiquement, ressemblait à la profanation ultime. Depuis son alcôve, Alistair Sterling observait, son expression illisible. Il avait déjà vu ce genre de cruauté désinvolte, dans des salles de conseil et des coulisses. Il avait vu le pouvoir corrompre et le sentiment de privilège s'envenimer. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de la serveuse, une lueur de tristesse profonde, une fierté profondément blessée qui retenait son attention. Il ne voyait pas une serveuse maladroite, mais une femme portant un lourd fardeau invisible. « Monsieur Dubois », dit Tiffany en se tournant vers le directeur avec un air de finalité. « Renvoyez-la. Je veux qu'elle soit partie avant que mon père n'arrive. Et j'attends que tout le repas, y compris cette très chère bouteille de vin ruiné, soit offert. Considérez cela comme une compensation pour le préjudice moral et ma facture de pressing. » Monsieur Dubois se tordit les mains, son regard oscillant entre la redoutable mademoiselle de la Roche et Eliane tremblante. Sa loyauté n'avait jamais été mise en doute. Elle allait à l'argent. Bien sûr, mademoiselle de la Roche. Bien sûr. Morin, lança-t-il, sa voix dure. Vous avez entendu. Prenez vos affaires. C'est fini pour vous. Fini. Le mot résonna dans le silence caverneux de l'esprit d'Eliane. Renvoyée pour un accident qu'elle n'avait pas causé. Humiliée devant une salle pleine d'étrangers. Le poids de ses dettes, de ses responsabilités, de ses rêves échoués s'abattit sur elle, menaçant de l'écraser complètement. Les larmes montèrent à ses yeux, chaudes et honteuses. Elle ne donnerait pas à Tiffany la satisfaction de la voir pleurer. Pas ici. Elle se tourna pour s'éloigner, les épaules affaissées par la défaite. Sa carrière aux chaînes dorées était terminée. Sa situation financière venait de passer de désastreuse à catastrophique. La cage dorée ne s'était pas seulement refermée, elle avait rétréci, et ses barreaux étaient maintenant chauffés à blanc. Alors qu'elle faisait un pas, le pianiste attitré du restaurant, un homme âgé nommé Armand, qui jouait habituellement des mélodies douces et discrètes, sentant peut-être l'immense tension, laissa ses doigts glisser sur les touches. Il commença à jouer un arpège doux et mélancolique d'un air d'opéra peu connu. C'était une pièce intitulée « L'écho du silence ». La mélodie, obsédante et familière, traversa le désespoir d'Eliane. C'était la chanson que sa mère lui chantait. C'était la chanson qu'elle avait préparée pour son audition finale au conservatoire, celle qu'elle n'avait jamais pu terminer. C'était le son de tout ce qu'elle avait perdu. Quelque chose en elle se brisa, non pas dans une pluie de larmes ou un cri de désespoir, mais dans une montée silencieuse et puissante de quelque chose de tout à fait différent. C'était du défi. C'était du chagrin. C'était le dernier vestige de l'artiste qu'elle avait été, refusant de s'éteindre. Elle s'arrêta. Elle se retourna, non pas pour faire face à Tiffany, mais pour faire face au piano. Toute son attitude changea. La serveuse vaincue disparut. Et à sa place se tenait quelqu'un d'autre, quelqu'un avec le dos droit et le menton levé. Tiffany, agacée de ne plus être le centre de l'attention, cria. « Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous allez supplier? C'est trop tard pour ça. » Eliane ne répondit pas. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration tremblante, et ouvrit la bouche. Et puis elle commença à chanter. Cela commença comme un son si doux qu'il était presque impossible à distinguer du murmure ambiant du restaurant. Une seule note pure suspendue dans l'air comme un fil d'argent. C'était un son d'une tristesse si profonde et d'une beauté si exquise qu'il semblait vibrer avec le chagrin collectif tacite de tous les occupants de la pièce. Armand, le pianiste, sursauta. Ses doigts hésitèrent sur les touches une seconde avant qu'il ne reconnaisse la mélodie. Il leva les yeux, ses vieux yeux écarquillés d'étonnement en voyant la serveuse, celle qu'ils appelaient tous Eliane, debout au centre de la salle. Il adoucit instinctivement son jeu, laissant sa voix être le centre de l'attention. Les yeux d'Eliane étaient toujours fermés, l'isolant de la mer de visage choqué, du décor opulent, du visage ricanant de Tiffany de la Roche. Elle n'était plus aux chaînes dorées. Elle était de retour dans une petite salle de répétition ensoleillée au conservatoire. La voix de sa mère à son oreille, la coachant, l'encourageant. Elle était sur une scène, la chaleur des projecteurs sur son visage, la musique enflant autour d'elle. Elle était n'importe où sauf ici. Les paroles de « L'écho du silence » étaient en italien,
une langue d'émotion pure. Elle racontait l'histoire d'un amour perdu, d'une voix appelant dans une vallée vide, attendant un écho qui ne vient jamais. Voce mia perduta nel vento. Ma voix perdue dans le vent. Sa voix, une soprano cristalline, s'écoula dans la pièce. Ce n'était pas la voix timide et hésitante d'une amatrice. C'était une voix d'une immense puissance et d'un contrôle parfait, affinée par des années d'entraînement rigoureux. Mais c'était plus que techniquement parfait. C'était imprégné d'une émotion brute et authentique. L'humiliation qu'elle venait de subir, le deuil de sa mère qu'elle portait chaque jour, le poids écrasant de sa situation. Tout cela se déversa dans la musique. Les notes de chagrin étaient un chagrin réel. Les phrases de désir étaient un désir réel. Le restaurant était absolument, complètement silencieux. Les fourchettes s'arrêtèrent à mi-chemin des bouches. Les conversations moururent en pleine phrase. Le personnel de cuisine sortit sur la pointe des pieds, s'essuyant les mains sur leur tablier, leurs expressions un mélange de confusion et d'admiration. Monsieur Dubois se tenait la bouche bée, les mots de licenciement mourant sur ses lèvres. Tiffany et ses amis étaient figés, incrédules. Les sourires moqueurs sur leurs visages avaient été effacés, remplacés par un étonnement bouche bée. Ce n'était pas la voix pathétique de chanteuse de métro que Tiffany avait imaginée. C'était une voix qui avait sa place à Carnegie Hall, à la Scala, dans les grands opéras du monde. C'était une voix qui possédait la seule chose que les coûteux professeurs de chant privés de Tiffany ne pourraient jamais lui donner, une âme. Une chaleur furieuse et jalouse commença à monter dans sa poitrine. C'était impossible. C'était exaspérant. Dans son alcôve, Alistair Sterling était assis droit comme un i. Sa main, qui reposait sur son verre de scotch, le serrait maintenant si fort que ses jointures étaient blanches. Son souffle se coupa dans sa gorge, son cœur, un organe las et cynique qu'il pensait avoir perdu sa capacité à être surpris, se mit à battre contre ses côtes. Cette voix, il connaissait cette voix. Pas la chanteuse, mais le son, le timbre, la vulnérabilité déchirante enveloppée dans un noyau d'acier. C'était l'écho d'une voix qu'il n'avait pas entendue depuis 15 ans. La voix de sa défunte épouse, Liana. Cerco te, nell'eco del silenzio. Je te cherche dans l'écho du silence. Alors que la voix d'Eliane enflait, atteignant le crescendo de l'air, elle chanta l'espoir trouvé dans le vide, l'amour qui transcende même la mort. Les notes s'élevèrent, remplissant chaque recoin de la vaste salle à manger, semblant polir le cristal des lustres et réchauffer les froides surfaces dorées. Des larmes coulaient maintenant librement sur son visage, mais ce n'étaient pas des larmes de honte. C'étaient des larmes de libération, de catharsis artistique. Elle n'était plus une serveuse. Elle était Eliane Morin, une chanteuse. C'était ce qu'elle était. Elle tint la dernière note, incroyablement haute, la laissant suspendue dans l'air un instant à couper le souffle avant qu'elle ne s'estompe doucement dans le néant. Le silence qui suivit était différent de celui d'avant. Ce n'était pas le silence du choc ou de la tension. C'était le silence de la révérence. C'était le souffle collectivement retenu d'une salle pleine de gens qui savaient qu'ils venaient d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Pendant un long moment, personne ne bougea. Personne n'y parla. Le seul son était la douce et rauque inspiration d'Eliane elle-même alors qu'elle ouvrait lentement les yeux, la réalité de son environnement s'écrasant de nouveau sur elle. Elle regarda les visages stupéfaits, et une nouvelle vague de peur la frappa. Que avait-elle fait? Elle venait de faire la plus grande scène imaginable. Tiffany fut la première à rompre le charme. Son visage était un masque tordu de rage et d'envie. C'est un tour, balbutia-t-elle, sa voix stridente. Un stratagème pathétique pour attirer l'attention. Vous pensez qu'un petit karaoké va sauver votre emploi? Mais ces mots n'avaient plus de venin. Ils sonnaient faibles, pathétiques, complètement creux face au talent monumental qui venait de se déchaîner. Avant que quiconque d'autre ne puisse parler, une chaise racla le sol dans le coin de la pièce. Alistair Sterling s'y leva. Lentement, délibérément, il commença à marcher de l'ombre de son alcôve vers le centre de la pièce. Ses yeux étaient fixés sur Eliane, et dans leur profondeur se trouvait une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer, un mélange de chagrin profond, d'étonnement et une lueur de quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis très longtemps. L'espoir. Toutes les têtes se tournèrent pour le suivre. Les gens commencèrent à chuchoter, reconnaissant le visage de vieilles couvertures de magazines et de retransmissions de cérémonies de remise de prix d'une époque révolue. Ce n'est pas possible. Alistair Sterling. Il s'arrêta à quelques mètres d'Eliane, son regard inflexible. Il ignora complètement Tiffany, comme si elle n'était rien de plus qu'un meuble. I'll ignore Monsieur Dubois. I'll ignore tout le monde. Il ne regarda que le visage baigné de larmes de la jeune serveuse. Il s'éclaircit la gorge, et une voix profonde et résonnante qui avait autrefois commandé des conseils d'administration et tiré le génie des rockstars remplit la salle silencieuse. Le deuxième couplet, dit-il, sa voix épaisse d'émotion.
Il est censé être un duo. Une réponse à l'appel. Eliane le fixa, complètement déconcerté. Alistair Sterling se tourna vers Armand, le pianiste, qui semblait sur le point de s'évanouir. Maestro, dit Alistair avec un signe de tête respectueux. À partir de l'entrée du baryton, s'il vous plaît. Les doigts tremblants d'Armand trouvèrent les touches. Alistair Sterling prit une profonde inspiration, regarda directement dans l'âme d'Eliane, et avec un baryton riche et puissant qui n'avait rien perdu de sa force au fil des ans, il se joignit à elle dans la chanson. Si le solo d'Eliane avait réduit la salle au silence, le duo brisa sa réalité. La voix d'Alistair Sterling était l'opposé de la sienne, mais le complément parfait. Là où la sienne était une soprano d'argent planante, remplie de la douleur de blessures fraîches, la sienne était un baryton de chêne profond, résonnant des échos d'un vieux chagrin apaisé. C'était la voix de la vallée répondant à l'appel de la montagne. Ti sento nel sussurro della sera. Je t'entends dans le murmure du soir. Il chanta le couplet de réponse, ses yeux ne la quittant jamais. C'était un moment surréaliste. Le milliardaire reclus, le fantôme de l'industrie musicale, chantait un air d'opéra obscur au milieu d'un restaurant 5 étoiles avec une serveuse qu'il n'avait jamais rencontrée. Mais pour eux, à cet instant, la salle, le public, le regard furieux de Tiffany, tout cela disparut. Il n'y avait que la musique. Après un moment de paralysie choquée, Eliane retrouva sa voix. Hésitante au début, puis avec une confiance croissante, elle se joignit à lui, sa soprano s'enroulant. Autour de son baryton dans une harmonie à couper le souffle. C'était une conversation en mélodie, une expression partagée de perte et d'espoir qui transcendait les paroles. Il pleurait sa Liana. Elle pleurait sa mère et son rêve. Leur douleur combinée créa quelque chose d'une beauté déchirante. Les clients ne se contentaient plus de regarder. Ils étaient captivés. Certains avaient les larmes aux yeux. Quelques-uns, reconnaissant le producteur légendaire, avaient discrètement sorti leur téléphone, leurs mains tremblant alors qu'ils appuyaient sur le bouton d'enregistrement. Ils capturaient la foudre en bouteille. Monsieur Dubois regardait alternativement les deux chanteurs, son esprit luttant pour traiter la scène impossible. Sa meilleure serveuse, qu'il venait de renvoyer, chantait un duo impeccable avec un homme qui pouvait acheter et vendre tout ce pâté de maison sans vérifier son solde bancaire. Tiffany de la Roche se tenait rigide, son visage vidé de toute couleur. Le choc initial avait cédé la place à une terreur froide et écœurante. Elle le reconnaissait maintenant. Son père avait une photo dans son bureau, serrant la main de cet homme même lors d'un gala de charité des années auparavant. Alistair Sterling, le faiseur de rois, l'homme qui avait lancé une centaine de carrières avant de disparaître inexplicablement. Il était un mythe, une légende, et il regardait la serveuse, sa serveuse, la fille maladroite qu'elle venait d'essayer de ruiner, avec une expression de révérence totale. Le duo atteignit son dernier accord puissant, leur voix, l'une haute et claire, l'une profonde et résonnante, se fondant en une seule note parfaite qui sembla purifier l'air avant de s'éteindre dans un profond silence. Pendant un instant, le charme perdura. Puis une personne se mit à applaudir. Puis une autre, et une autre. En quelques secondes, tout le restaurant éclata en une ovation debout tonitruante. Ce n'étaient pas des applaudissements polis. C'était une effusion brute et émotionnelle d'appréciation pour le miracle dont il venait d'être témoin. Alistair fit un léger signe de tête presque imperceptible à Eliane, une reconnaissance partagée du moment qui s'était écoulé entre eux. Puis il se tourna, et son doux comportement d'artiste disparut, remplacé par une aura d'autorité redoutable et glaciale. Son regard balaya la pièce et se posa finalement sur Tiffany de la Roche. « Je crois, dit-il, sa voix calme et portant jusqu'à chaque coin de la pièce, que vous étiez en train de mettre fin à l'emploi de cette jeune femme. » Tiffany déglutit difficilement, sa gorge soudainement sèche. Elle a renversé du vin sur moi. C'était un accident, j'en suis sûr, mais... Sa voix s'éteignit, sonnant pathétique même à ses propres oreilles. J'ai vu ce qui s'est passé, déclara Alistair, son ton ne laissant aucune place à la discussion. J'ai vu votre ami lui bousculer le bras. Et j'ai vu comment vous avez choisi de réagir. Avec cruauté. Avec une démonstration pathétique et vulgaire de privilège. À ce moment, les portes du restaurant s'ouvrirent en grand, et Richard de la Roche entra d'un pas assuré, un sourire confiant sur le visage. Tiff, désolé, je suis en retard, la circulation était. Il s'arrêta net, observant la scène bizarre, sa fille l'air horrifiée, tout le restaurant debout, et l'homme se tenant devant Tiffany, un homme qu'il n'avait pas vu depuis une décennie. Alistair, souffla Richard, les yeux écarquillés. Alistair Sterling. Que diable faites-vous ici? Alistair tourna son regard froid vers le magnate de l'immobilier. Bonjour Richard. Je profitais d'un dîner tranquille jusqu'à ce que votre fille décide de fournir un divertissement plutôt de mauvais goût. Richard de la Roche regarda sa fille,
puis la tache rouge sur son chemisier, puis la serveuse terrifiée qui se tenait à proximité. Une horreur naissante se répandit sur ses traits alors qu'il commençait à reconstituer le puzzle. C'était un homme d'affaires avisé. Ayal connaissait la valeur d'une réputation, et il savait qu'Alistair Sterling était un homme dont l'opinion avait plus de poids dans cette ville qu'une douzaine de critiques élogieuses dans le Figaro. « Allons, Alistair, je suis sûr que tout cela n'est qu'un malentendu, » commença Richard en forçant un ton jovial. « Il n'y a aucun malentendu, » le coupa Alistair. Il tourna le dos de la roche, un geste de renvoi ultime, et fit de nouveau face à Eliane. La chaleur revint dans ses yeux. Il fit un pas de plus vers elle. « Mademoiselle Morin », chuchota-t-elle, sa voix à peine audible. « Elaine Morin. »« Mademoiselle Morin, » dit-il, un doux sourire effleurant ses lèvres. « Mon nom est Alistair Sterling. Je suis le fondateur de Sterling Records. Ou je l'étais. Au cours des 15 dernières années, je n'ai pas signé un seul nouvel artiste parce que je n'avais pas entendu une voix qui m'ait vraiment ému. Jusqu'à ce soir. » Il laissa les mots flotter dans l'air, leur poids s'installant dans la pièce. C'était la révélation, le moment où le monde bascula sur son axe. Il n'était pas seulement un homme qui appréciait son chant. Il était l'homme qui pouvait changer sa vie. Votre voix, continua-t-il, sa voix s'abaissant à un ton plus intime, a plus de vérité, plus de passion et plus de talent brut en une seule note que la plupart des artistes en tête des classements que j'entends à la radio aujourd'hui n'en ont dans toute leur carrière. C'est un don, et c'est un crime qu'il soit gaspillé à servir du vin hors de prix à des gens ingrats. Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit une carte de visite simple et élégante. Ayal Louis Tendit. Je rouvre une division de mon label pour une seule artiste. Vous. Je veux vous offrir un contrat d'enregistrement, Mademoiselle Morin. Pas un contrat de démo, un contrat complet. Nous vous trouverons les meilleurs coachs vocaux pour restaurer votre instrument à son apogée. Les meilleurs auteurs-compositeurs, les meilleurs producteurs. Nous vous donnerons la carrière pour laquelle vous êtes né. Eliane fixa la carte comme si c'était un charbon ardent. Son esprit était un tourbillon de confusion, de choc et d'un espoir naissant et terrifiant. Cela ne pouvait pas être réel. C'était un rêve, une hallucination provoquée par le stress et l'humiliation. Tiffany observait son visage, un masque d'horreur d'un blanc de papier. C'était son pire cauchemar. La fille qu'elle avait tenté d'écraser était élevée, portée au nu par le seul homme au monde qui pouvait faire d'elle une star. C'était une défaite publique et catastrophique. « Prenez-la, mon enfant, » dit Alistair doucement, ses yeux bienveillants. « Votre vie de serveuse est terminée. Si vous le voulez. » D'une main qui tremblait si violemment qu'elle pouvait à peine la contrôler, Eliane Morin tendit la main et prit la carte. Le nom était embossé en simples lettres argentées, Alistair Sterling. Sa vie ne changeait pas seulement. Elle venait d'être entièrement et irrévocablement réécrite. La carte de visite dans la main d'Eliane semblait plus lourde qu'un lingot d'or. C'était un objet tangible dans une situation qui semblait totalement irréelle. Les applaudissements s'étaient tus, remplacés par un silence épais et plein d'attente, alors que tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer ensuite. Richard Delaroche, toujours pragmatique, vit de quel côté le vent tournait et passa immédiatement en mode gestion de crise. Il s'avança à grandes enjambées, posant une main sur l'épaule d'Alistair avec une bonhomie entièrement forcée. « Alistair, mon garçon, quelle découverte !» claironna-t-il, sa voix anormalement forte. « Tout simplement incroyable. Un diamant brut ici même, dans notre restaurant préféré. Tiffany, ma chérie, » dit-il en se tournant vers sa fille avec un sourire qui ressemblait plus à une grimace. « N'est-ce pas merveilleux? Tu as découvert une star. » Tiffany regarda son père comme s'il avait perdu la tête. « Découvert, papa? Elle a ruiné mon chemisier. C'est une servante maladroite. » Alistair Sterling se tourna lentement et retira la main de Richard de son épaule. Ses yeux, qui avaient été si chaleureux en regardant Eliane, étaient maintenant des éclats de glace arctique. « Richard, » dit-il, sa voix dangereusement basse, « n'insultez pas mon intelligence ni l'intelligence de tous ceux qui, dans cette salle, ont été témoins de ce que votre fille a fait. Elle n'a pas découvert de talent. Elle a tenté d'éteindre une flamme parce que sa lumière l'offensait. C'est une brute, et vous, en tolérant ce comportement, êtes son complice. » Le visage de Richard Delaroche se durcit, son faux charme s'évaporant. « Attendez un peu, Alistair. C'est de ma fille que vous parlez. »« J'en suis conscient, » répondit Alistair, sa voix inébranlable, et elle est la preuve que l'argent peut tout acheter, sauf la classe et le caractère. Il laissa l'insulte flotter dans l'air, une condamnation publique dont il n'y avait pas de retour. Il tourna ensuite son regard vers M. Dubois, qui avait l'air sur le point d'avoir une crise cardiaque. « Et vous, » dit Alistair, sa voix empreinte de mépris. « Vous étiez sur le point de renvoyer cette jeune femme pour apaiser une enfant gâtée.
Vous avez choisi de protéger vos profits plutôt que de protéger la dignité de votre employé. Vous dirigez un bel établissement, Monsieur Dubois, mais il semble que vous n'ayez aucune colonne vertébrale. Monsieur Dubois ouvrit et ferma la bouche comme un poisson, mais aucun mot ne sortit. Il était échec et mat. Offenser les de la Roche serait mauvais pour les affaires, mais offenser publiquement le légendaire et notoirement privé Alistair Sterling était une condamnation à mort. Les amis de Sterling étaient les titans de la vieille fortune, les milliardaires discrets qui possédaient la ville et dont le patronage maintenait en vie des endroits comme le Chêne Doré. Réalisant sa catastrophique erreur de calcul, Monsieur Dubois se précipita pour faire marche arrière. Monsieur Sterling, s'il vous plaît. Vous vous méprenez. Mademoiselle Morin est l'une de nos meilleures employées. Un malentendu, c'est tout. Eliane, dit-il en se tournant vers elle avec un sourire écœurant de douceur. Bien sûr, vous n'êtes pas renvoyé. Prenez le reste de la soirée. C'est pour nous. C'était trop peu, beaucoup trop tard. Eliane regarda le visage paniqué de son directeur, la fureur humiliée sur celui de Tiffany, le repli calculateur dans les yeux de Richard de la Roche. Elle vit la cage dorée pour ce qu'elle était, une belle prison construite sur la peur et l'apaisement, et Alistair Sterling venait de lui entendre la clé. Elle leva la carte de visite. Puis elle regarda Monsieur Dubois droit dans les yeux. « Merci pour l'offre, Monsieur Dubois, » dit-elle, et sa voix n'était plus le murmure timide d'une serveuse. Elle était claire, stable et résonnait d'une force nouvelle. « Mais je crois que j'en ai une meilleure. » Elle commença lentement à dénouer les cordons de son tablier, le symbole de sa servitude. Elle plia soigneusement le tissu blanc taché et le posa sur une table voisine. C'était un geste simple et silencieux, mais il était aussi fort qu'une déclaration de guerre. « Je démissionne, » dit-elle. La finalité de ces deux mots scella les événements de la soirée. Ce n'était pas seulement une employée quittant un emploi. C'était une âme brisant ses chaînes. Alistair Sterling laissa un petit sourire satisfait effleurer ses lèvres. Un choix judicieux, mademoiselle Morin. Il se tourna vers elle. Ma voiture est dehors. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Si vous êtes prête, bien sûr. Prête? Était-elle prête à laisser derrière elle la seule vie qu'elle avait connue ces 3 dernières années? Les services épuisants, l'anxiété constante, les rêves différés. Était-elle prête à entrer dans un monde dont elle n'avait fait que rêver, un monde qui lui avait été cruellement arraché une fois auparavant? Elle regarda la carte dans sa main, puis le visage bienveillant et sérieux de l'homme qui la lui avait offerte. Il ne lui offrait pas seulement un contrat. Il lui rendait sa propre vie. Oui, dit-elle, un vrai sourire radieux perçant enfin l'épuisement sur son visage. Oui, Monsieur Sterling, je suis prête. Alors qu'ils se dirigeaient vers les grandes portes du restaurant, un chemin sembla s'ouvrir pour eux. Les autres clients s'écartèrent, beaucoup d'entre eux hochant la tête vers Eliane avec des expressions de respect et d'admiration. Elle était entrée au Chêne Doré comme une servante, invisible et anonyme. Elle en sortait comme une star en devenir, le centre de l'attention de tous. À la porte, Alistair s'arrêta et regarda Richard de la Roche. « Richard, » dit-il, sa voix portant un dernier avertissement glacial. « Un conseil. Apprenez à votre fille que le vrai pouvoir ne consiste pas à savoir combien de personnes on peut mépriser. Il consiste à savoir combien on peut élever. Elle a beaucoup à apprendre. » Sur ce, lui et Eliane sortirent de la cage dorée et entrèrent dans l'air frais de la nuit parisienne, laissant derrière eux l'épave de l'ego de Tiffany de la Roche et les ruines de la réputation du Chêne Doré. La berline noire qui attendait au bord du trottoir était élégante et silencieuse, sa portière ouverte par un chauffeur discret. Alors qu'Eliane se glissait sur le siège en cuir moelleux, elle sentit les lumières de la ville se brouiller à travers les nouvelles larmes qui emplissaient ses yeux. Ce n'étaient pas des larmes de chagrin ou d'humiliation. C'étaient des larmes d'espoir pur et sans mélange. L'écho dans le silence avait enfin trouvé sa réponse. Le trajet dans la voiture d'Alistair Sterling était comme entrer dans un autre monde. La clameur de la ville était réduite à un bourdonnement lointain. Les sièges en cuir moelleux sentaient les vieux livres et la richesse discrète, et le silence à l'intérieur était confortable, pas gênant. Eliane regardait par la fenêtre les lumières floues de Paris, la carte de visite toujours serrée dans sa main. Son cœur battait un rythme effréné contre ses côtes, un solo de batterie d'incrédulité et d'exaltation. Alistair any la pressa pas de questions. Il lui laissa simplement l'espace pour respirer, pour assimiler le changement sismique qui venait de se produire dans sa vie. Après plusieurs minutes, il parla, sa voix douce. « Cet air, commença-t-il. L'echo du silence. Ce n'est pas une pièce très connue. Où l'avez-vous apprise ?» Eliane se détourna de la fenêtre, son regard lointain. « Ma mère, » dit-elle doucement. Elle était professeure de musicologie. Elle adorait les opéras obscurs. Elle disait qu'ils contenaient la musique la plus honnête. Elle me l'a appris quand j'étais enfant. C'était notre chanson.
L'histoire commença alors à se déverser d'elle, un torrent d'histoires refoulées qu'elle n'avait partagées avec personne depuis des années. Elle lui parla de son père, Michel Morin, un altiste de session brillant mais méconnu, qui lui avait inculqué un profond amour pour la musique classique. Elle lui parla de sa mère, Éléonore, qui avait nourri son talent, dépensant chaque euro disponible en leçons et en coaching. Elle parla du jour où elle avait reçu sa lettre d'acceptation au programme d'art vocal du Conservatoire de Paris, un jour dont elle se souvenait comme le plus heureux de sa vie. Sa voix se fit plus basse alors qu'elle racontait la tragédie qui suivit. Au cours de sa 2e année, sa mère fut diagnostiquée d'une forme de cancer rare et agressive. L'assurance maladie et la mutuelle couvraient à peine une fraction des traitements expérimentaux et des dépassements d'honoraires. Eliane abandonna le conservatoire, se disant que c'était temporaire, et prit 2 emplois pour aider à payer les factures. Son père vendit son précieux alto du XVIIIe siècle. Ils jetèrent tout ce qu'ils avaient dans la bataille, mais ce ne fut pas suffisant. Éléonore décéda 6 mois plus tard, laissant derrière elle une montagne de dettes et 2 cœurs brisés. Mon père, il n'a plus été le même depuis, confessa Eliane, sa voix épaisse d'émotion. Il a rangé son alto et ne l'a plus jamais touché. C'était comme si la musique était morte dans notre maison avec elle. J'ai continué à travailler, en me promettant que je retournerais à mes études, que je la rendrais fière. Mais la dette était trop profonde. Les années ont commencé à filer. La serveuse est devenue ce que j'étais, et la chanteuse est devenue un fantôme. Alistair écouta attentivement, son expression empreinte d'une profonde empathie. Quand elle eut fini, il resta silencieux un long moment. Les fantômes, dit-il finalement, sa voix rauque. Je connais beaucoup de choses sur les fantômes, mademoiselle Morin. Il fit signe au chauffeur de faire le long tour par le bois de Boulogne. La voiture se déplaçait silencieusement sur les routes sombres bordées d'arbres. L'air que vous avez chanté ce soir, dit-il, son regard fixé sur les ombres qui défilaient. C'était une pièce spéciale pour moi aussi. C'était la préférée de ma femme. Les yeux d'Eliane s'écarquillèrent. Elle connaissait Liana Sterling, bien sûr. Quiconque aimait la musique la connaissait. C'était une mezzo-soprano légendaire, un talent unique en son genre dont Alistair avait personnellement géré la carrière. Elle était morte tragiquement dans un accident d'avion 15 ans plus tôt, au sommet absolu de sa gloire. C'est après sa mort qu'Alistair Sterling, le Midas du monde de la musique, avait tout simplement disparu. Liana, elle n'était pas seulement ma femme, continua Alistair, une profonde source de douleur dans sa voix. Elle était la musique. Tout ce que je faisais, chaque artiste que je signais, chaque chanson que je produisais, c'était pour créer un monde digne de sa voix. Quand elle est morte, la musique est morte pour moi aussi. Le silence était assourdissant. J'ai fermé les portes de mon studio. J'ai arrêté d'écouter. Il n'y avait plus de joie, juste un rappel constant et douloureux de ce que j'avais perdu. Il se tourna pour la regarder, et dans la faible lumière de la voiture, elle put voir les larmes non versées briller dans ses yeux. À ce soir, quand vous avez commencé à chanter, c'était la première fois en 15 ans que le silence était rompu. Vous ne chantez pas exactement comme elle. Votre voix est la vôtre, une soprano magnifique. Mais le sentiment, l'honnêteté, la douleur, l'âme à couper le souffle que vous avez mise dans cette chanson, c'était comme entendre un écho d'elle. Vous avez ramené la musique à la vie pour moi, Eliane. Il utilisa son prénom, et le son de celui-ci résonna comme une reconnaissance, une acceptation. Il expliqua que son offre n'était pas née de la pitié ou d'un caprice. C'était un acte égoïste, affirma-t-il. Il avait besoin de retrouver la musique, la vraie musique, et il croyait qu'elle était la chose la plus authentique qu'il ait entendue depuis des décennies. Il financerait tout. Il réactiverait son label dormant, Sterling Records, sous une nouvelle empreinte exclusivement pour elle. Il ferait appel à ses anciens contacts, les meilleurs arrangeurs, musiciens et publicistes du monde. Ce ne sera pas facile, prévint-il. L'industrie a changed. Elle est plus superficielle, plus obsédée par l'image et les réseaux sociaux que par le vrai talent. Ils essaieront de vous modeler, de vous changer. Les Tiffany de la Roche existent à tous les niveaux de ce métier. Mais je serai votre bouclier. Tout ce que je vous demande, c'est de chanter avec la même vérité que ce soir. Pouvez-vous faire ça? Eliane regarda cet homme, ce géant de l'industrie qui lui révélait ses propres blessures profondes, et elle sentit une connexion incroyable. Il n'était pas seulement un milliardaire. Offrant un contrat, c'était un compagnon de deuil, un homme qui comprenait que la musique n'était pas seulement une carrière, mais un moyen de guérir, un moyen de parler aux fantômes. Oui, dit-elle, sa voix ferme. Je peux faire ça. La voiture s'arrêta devant un modeste immeuble d'avant-guerre à Montreuil. C'était à des années-lumière du glamour du chêne doré. Entrez chez vous, Eliane, dit Alistair. Reposez-vous. Une voiture viendra vous chercher demain à 10 heures.
Nous avons du travail. Alors qu'elle sortait de la voiture, elle se retourna. Monsieur Sterling, pourquoi êtes-vous si sûr de cela? De moi? Alistair se pencha en avant, son visage encadré par la fenêtre de la voiture. Parce que le talent est la seule chose en ce monde que l'argent ne peut acheter et que la vengeance ne peut détruire. Et votre talent est immense. Les de la roche de ce monde peuvent essayer de l'humilier, mais ils ne pourront jamais, jamais vous l'enlever. La voiture s'éloigna, laissant Eliane debout sur le trottoir, l'air frais de la nuit sur son visage. Elle entra dans son immeuble et monta les 3 étages jusqu'à son petit appartement. Elle déverrouilla la porte et entra. Sur le mur se trouvait une photo délavée de ses parents, jeunes et souriants, sa mère tenant un bouquet de roses après un récital universitaire. Eliane s'approcha et toucha doucement le verre au-dessus du visage de sa mère. « Je ne suis plus un fantôme, maman, » murmura-t-elle dans le calme de l'appartement. « Je crois que je rentre enfin à la maison. » Les 6 mois qui suivirent furent un tourbillon de création intense. Alistair Sterling protégea Eliane de la tempête médiatique naissante, l'installant dans un monde d'art pur. Il ne la précipita pas. Il la reconstruisit. Sous la tutelle d'une coach vocale de renommée mondiale, la voix d'Eliane, autrefois un outil de survie, fut reforgée en un instrument d'une puissance et d'une émotion à couper le souffle. Ensemble, elle et Alistair créèrent un album qui témoignait de son parcours, culminant avec un premier single intitulé « La fille au tablier », une ballade de lutte silencieuse et de défis flamboyants. Pendant qu'Eliane montait, Tiffany de la Roche sombrait, vilipendée par la presse et bannie de ses cercles sociaux. Son père lui avait finalement coupé les vivres. L'humiliation s'envenima en une obsession venimeuse pour la femme qui avait causé sa chute. Grâce à un réseau de rumeurs malveillantes, Tiffany découvrit la seule faiblesse physique d'Eliane, une grave allergie au pollen de lys stargazé qui pouvait instantanément enflammer ses cordes vocales. Armée de cette connaissance cruelle, elle planifia sa vengeance pour le soir du premier concert de présentation d'Eliane à l'Olympia. L'atmosphère dans la salle de concert était électrique. Des titans de l'industrie, des critiques et le père fier d'Eliane attendaient l'arrivée de son moment. En coulisses, 5 minutes avant son entrée en scène, un somptueux bouquet de lys stargazé arriva avec une carte indiquant « d'un admirateur secret ». Touché par le geste, Eliane se pencha et inhala le doux parfum. Un instant plus tard, un chatouillement dans sa gorge se transforma en un feu. Elle essaya de chanter une gamme, et seul un son rauque et enroué en sortit. La panique s'empara d'elle alors qu'elle regardait Alistair, les yeux écarquillés de terreur. « Je ne peux pas chanter », murmura-t-elle, sa voix n'étant plus qu'un fantôme d'elle-même. Au fond de la salle, Tiffany sourit, mais le visage d'Alistair se durcit de détermination. « Non, » dit-il férocement. « Vous ne la laisserez pas vous réduire au silence à nouveau. Allez sur cette scène et racontez votre histoire. » Eliane entra sous les projecteurs, non pas avec une voix parfaite, mais avec une vérité armée. Elle s'assit sur un simple tabouret et, dans un murmure brut et rauque, raconta son histoire au public. Elle ne chanta pas « La fille au tablier ». Elle la récita comme une prière, sa voix brisée prêtant aux mots une authenticité déchirante. Lorsqu'elle atteignit le refrain, elle le chanta comme un cri fissuré et défiant, le son d'un esprit refusant d'être brisé. Le silence qui suivit fut brisé par un rugissement d'applaudissements. Le public se leva comme un seul homme, non pas pour une vocaliste parfaite, mais pour une survivante intrépide. Pendant qu'ils applaudissaient, la sécurité d'Alistair examinait déjà les images de vidéosurveillance de la livraison, qui montraient clairement Tiffany payant le livreur. Les preuves furent immédiatement transmises à la police. Le lendemain matin, Eliane Morin fut saluée comme l'artiste la plus honnête de l'année, tandis que la photo d'identité judiciaire de Tiffany de la Roche devint l'image finale et humiliante de sa vie publique. Le serpent avait frappé, mais la symphonie avait continué à jouer, plus forte et plus belle que jamais. En fin de compte, l'histoire d'Eliane Morin n'est pas seulement celle d'une serveuse qui savait chanter. C'est un puissant rappel que notre véritable valeur n'est pas définie par notre titre de poste, notre compte en banque ou l'opinion de ceux qui nous méprisent. Elle est définie par le feu que nous portons en nous, la résilience dont nous faisons preuve lorsque nous sommes poussés à bout, et le courage de partager nos dons uniques avec le monde, même lorsque notre voix tremble. Le parcours d'Eliane, d'un tablier taché à une ovation debout, nous enseigne que l'humilité n'est pas une faiblesse, et que le vrai talent, enraciné dans l'honnêteté et la passion, peut réduire au silence même les voix les plus fortes de la haine et de l'envie. Alistair Sterling n'a pas seulement découvert une chanteuse. Il a redécouvert son propre but en aidant quelqu'un d'autre à trouver le sien. Et Tiffany de la Roche a appris à ses dépens que lorsqu'on essaie d'enterrer la lumière de quelqu'un d'autre, on finit seulement piégé dans une obscurité de sa propre fabrication. Qu'avez-vous pensé de l'incroyable parcours d'Eliane? Avez-vous déjà été témoin d'un moment où le talent caché de quelqu'un a éclaté de façon spectaculaire? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.
Si cette histoire vous a ému, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'inspiration. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres histoires inoubliables. Merci de votre écoute.